Bonjour à tous chers amis, alors aujourd'hui une vidéo qui s'appelle Thaïs Descuffon et la massification du bovarisme. Alors pourquoi je parle de Thaïs Descuffon? J'aurais pas besoin de parler d'elle. D'abord parce que je l'aime bien, je trouve que c'est une fille très intelligente et très agréable, et parce qu'elle a su s'approprier les grands thèmes de ce qu'on appelait avant la red pill, mais elle a su limiter ça au principal, à ce qu'il y a de plus important, et qu'elle en parle, je trouve, mieux et de manière plus agréable que ne le font les masculinistes, c'est-à-dire que c'est très synthétique. Il n'y a pas chez elle de ressentiment ou d'exagération, donc je la trouve efficace, je la trouve pertinente, et je trouve qu'elle n'a que des qualités. Et elle est d'autant plus pertinente qu'elle évoque en permanence un sujet, qu'elle évoque en permanence un phénomène, qui est à mon avis le phénomène à l'origine de tous les autres. Un phénomène qui explique tous les autres. C'est lui qui est à la base de tout, et qui va expliquer la crise des relations hommes-femmes, la misère sexuelle et affective, l'échec du mariage, la crise de la démographie, la dinette, cette tendance à enchaîner les relations longues et stériles, des relations qui au bout de quelques années vont se terminer comme ça, parce que la passion n'est plus là, parce que la routine s'est installée. Ça explique le body count, c'est-à-dire la multiplication des partenaires sexuels et des relations sans lendemain. Et voilà, ce phénomène à la base de tous les autres s'explique à partir de ce phénomène de base dont Thaïs Descuffon a compris l'importance. Et elle en parle tout le temps. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, je vais vous passer un extrait d'un des shorts de Thaïs Descuffon. En fait, j'aurais pu en choisir d'autres, parce que comme je vous dis, c'est un sujet qu'elle évoque très régulièrement, mais comme ça, on sait de quoi on parle. Les femmes ne likent que 5% des profils masculins qui leur sont proposés sur Tinder, et c'est globalement le cas sur toutes les applications de rencontres. Tandis que les hommes, eux, likent plus de la moitié des profils féminins. Donc ça veut dire que pour un homme, il y a 10 fois plus de femmes intéressantes que d'hommes pour une femme. Alors effectivement, c'est vrai que dit comme ça peut être très déprimant. Sauf que il ne faut quand même pas oublier que tous nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils n'ont eu aucune difficulté à trouver une femme. C'est simplement qu'en fait, il y a la virtualisation des échanges et même le fait que les femmes, avant, elles étaient limitées par le mariage monogame. Une fois qu'on était mariés, on divorçait pas, c'était mal vu, qu'on n'allait pas continuer à faire ses courses et se garder dans un coin de sa tête, ah mais peut-être que je peux avoir mieux. Et puis on était aussi limité géographiquement. On avait 2-3 prétendants dans sa vie, c'était déjà pas mal. Et on était dans un petit village, dans notre quartier, etc. Et on n'avait pas toute cette possibilité de voyager autant, de télécharger une nouvelle application dans un nouveau pays où on va, etc., etc. Et en fait, tous ces facteurs-là qui ont rendu la compétition complètement délirante pour l'homme moyen. Voilà, tout petit extrait très court. Alors, je résume en des termes très crus ce que dit Thaïs Descuffon. Elle dit que les femmes se surestiment. Elle dit qu'elles n'ont Dieu que pour des hommes qui leur sont beaucoup trop supérieurs. Elle dit qu'elles font des choix de partenaires stupides, et surtout, elle dit qu'elles ne s'intéressent pas aux hommes auxquels elles devraient s'intéresser, aux hommes de leur niveau. Elles ne s'intéressent pas aux hommes qui leur seraient normalement destinés. Voilà, ça c'est le phénomène de l'homogamie. Normalement, une femme, elle devrait se mettre avec un bonhomme qui est à peu près à son niveau physique, à son niveau social, à son niveau intellectuel, etc., etc. Mais ces hommes-là, les femmes occidentales modernes, elles ne s'intéressent pas à eux. Elles ne s'intéressent pas aux hommes de leur niveau et elles s'intéressent pas à la routine qu'elles devraient vivre avec ces hommes-là. Parce que routine et quotidien, c'est le seul moyen qui permet de bâtir un foyer solide et fonctionnel. Alors, si vous n'avez pas de routine, si vous n'avez pas de quotidien, vous allez rien faire de votre vie. Alors c'est sûr, le quotidien c'est pas très drôle, c'est pas glamour. C'est moins palpitant que de faire la fête à Ibiza, mais sans un quotidien bien réglé, vous faites rien de constructif dans votre vie. Et ça, les femmes modernes, ça les intéresse pas. Elles veulent des hommes hors de leur portée, des hommes qui les fassent rêver, ou des hommes tout simplement qui n'existent que dans leurs fantasmes. Donc elles vont projeter sur des hommes des trucs qui sont complètement starbés. Et leur but dans la vie, c'est de vibrer. Voilà, c'est la passion. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène, qui s'est massifié au cours des dernières années, on va le voir, c'est-à-dire qu'à quelques exceptions près, toutes les bonnes femmes occidentales fonctionnent comme ça. Et ce phénomène, on le connaît par cœur. On en connaît les causes, on en connaît les manifestations, et on en connaît les conséquences. Et les conséquences de ce phénomène sont dramatiques. Et on connaît tout ça parce que un homme, un grand écrivain qui s'appelle Gustave Flaubert,
a écrit un roman qui s'appelle Madame Bovary et qui est un des plus grands romans de tous les temps. Et le sujet de ce roman, c'est justement de décortiquer ce phénomène. Toutes les femmes occidentales modernes sont devenues des Madame Bovary. J'ai même envie de dire, elles sont devenues des sous-Madame Bovary, des Madame Bovary de pacotille. Donc quand vous avez lu et compris Madame Bovary, vous avez compris comment fonctionne à peu près 90% des gonzesses que vous allez croiser. Vous allez pouvoir prédire leur comportement, et puis vous allez savoir à peu près à quoi vous attendre. Alors ce qui est prodigieux, c'est que Flaubert, au moment où il écrit Madame Bovary, il décrit une tendance, il décrit un comportement humain qu'il est parvenu à identifier chez les femmes. Il s'inspire d'un fait divers et il parvient à élever ce fait divers à l'universel. Ça c'est le génie littéraire. Mais au moment où il écrit le livre, ce qu'il raconte n'a aucune portée. C'est-à-dire que des Madame Bovary, vous pouvez en trouver 20 par village. Les Madame Bovary, ça existe à son époque et ça a toujours existé, mais ce n'est pas encore une menace pour la société tout entière. Parce que c'est une tendance marginale et embryonnaire. Mais Flaubert, avant tout le monde, en saisit le danger. C'est là où Flaubert est un génie. Et Madame Bovary, un grand roman. C'est que le temps va confirmer ses analyses et ses intuitions. Alors je vais vous résumer le bouquin, je vais vous résumer le truc. Si vous n'avez pas lu Madame Bovary, je vous invite à le faire parce que c'est une écriture absolument grandiose. C'est un roman génial. Si vous n'avez pas le temps de le lire, moi je vais vous résumer le truc. Donc Madame Bovary, comme son titre l'indique, raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Emma. Et la première chose qui caractérise Emma, c'est qu'elle passe, pour ainsi dire, toute sa jeunesse plutôt protégée du monde, parce qu'elle va passer sa jeunesse dans un couvent, et elle va lire des romans à l'eau de rose, de la littérature de très mauvaise qualité, des histoires totalement mièvres, puériles, romantiques et sentimentalistes à l'extrême. Et elle va se nourrir de ça. Elle va se nourrir de cette mauvaise littérature, ce qui fait qu'arrivée à l'âge adulte, la pauvre Emma, elle comprend rien à la vie. Elle comprend rien au principe de réalité, elle comprend rien aux contraintes de l'existence, et elle comprend rien à l'amour, surtout. Alors, je vais être un peu cru, je vais utiliser des mots un peu crus, mais la pauvre Emma, elle est con comme une bite. Voilà. Flaubert est très bienveillant envers elle, mais bon, il nous fait quand même comprendre qu'elle est teubée, Emma Bovary, c'est une teubée. Moi, j'appelle ça une bouffonne, c'est une grosse bouffonne, quoi. C'est une bouffonne qui rêve de bonheur, c'est une mongolienne qui rêve de prince charmant, et ses rêves, c'est de la merde, ses fantasmes, c'est de la merde. C'est-à-dire que dès le départ, on a un matériel humain dégradé dont on va pas pouvoir faire grand-chose. Alors Emma, elle est jolie, c'est une jolie fille, mais sans plus. Elle est jolie comme sont jolies la plupart des jeunes filles. Elle est quelconque, c'est une jeune fille quelconque. Elle est un peu concon, elle a une culture et des références de merde, elle a des rêves et des ambitions saugrenues, elle sait rien faire de ses 10 doigts, elle est pas dégourdie, parce qu'elle a passé sa jeunesse dans un couvent à lire des romans à la con. La jeune Emma, c'est pas une foudre de guerre et c'est pas le haut du panier. Pour résumer et pour parler comme les jeunes, Emma Bovary, c'est une 3,5 sur 10, pas plus. Pourtant, un jour se présente un homme qui s'appelle Charles Bovary et qui va tomber fou amoureux d'Emma. Pourquoi va-t-il tomber fou amoureux d'Emma ? Parce que les hommes sont comme ça. Les hommes, vous leur présentez une demi-cruche qui correspondent à peu près à leurs ambitions, et ils vont en faire la 8e merveille du monde. Donc dans les yeux de Charles Bovary, Emma, qui s'appelle Emma Raoult au début du film, puis qui va s'appeler Emma Bovary par la suite, Emma c'est la 8e merveille du monde. Il la regarde avec les yeux de l'amour, il est émerveillé, il est époustouflé. Et cet homme, Charles Bovary, c'est le médecin du père d'Emma, médecin entre guillemets, parce qu'en fait il est pas médecin. Et donc il va demander Emma en mariage. Emma c'est le premier homme qu'elle rencontre et elle va accepter. Pour Charles, qui est issu d'un milieu très pauvre, qui est issu de la petite paysannerie, Emma c'est une merveille, c'est Cléopâtre. Pour lui ça représente l'ascension sociale. Il y avait pas de femme comme ça dans son milieu. Et pour Emma, Charles c'est un excellent parti, parce que c'est un homme intelligent. C'est un homme qui a la volonté de s'élever socialement. C'est pas forcément l'homme qui a la meilleure des situations.
Flaubert dit souvent qu'il est moyen, il est médiocre, dans la moyenne, voilà. Mais sans avoir la meilleure des situations, il a quand même une bonne situation. Et il est plein de bonne volonté. Et ce qu'il veut, lui, c'est faire le bonheur d'Emma. Il veut la servir, il veut la choyer, il veut lui faire de beaux enfants. Et il ne demande qu'une seule chose, ce brave homme, c'est de se tuer à la tâche pour lui offrir la meilleure des vies possibles. Charles, c'est un 4 sur 10, qui est tombé fou amoureux d'Emma, qui est une 3,5 sur 10, parce que l'homme est hypogame, et cette petite cruche, pour lui, il est prêt à sacrifier sa vie pour cette petite cruche qu'est Emma. Donc Emma, dès le départ, elle devrait remercier le ciel d'être tombée sur un homme comme Charles. C'est le meilleur parti qu'elle pouvait obtenir en réalité. Excusez ma vulgarité, mais dès le départ, Emma, en fait, elle aurait dû fermer sa gueule, faire le ménage, s'occuper des mioches et lui sucer la bite tous les jours. Parce qu'Emma, à part son utérus et sa beauté relative, elle a pas grand-chose à offrir. Comme je dis, elle a pas de conversation, elle a pas de talent particulier, elle est pas dégourdie. Et voilà. Charles, c'est le top du top. C'est le top du top pour elle. Charles, il est pas trop con, il est plutôt beau gosse, il est prêt à se casser le cul pour elle. Vraiment, il est prêt à se casser le cul pour elle. Il ferait n'importe quoi pour elle, voilà. Et elle a rien à faire. Elle a juste à être là, à se contenter d'exister, et lui, ça lui suffit, quoi. Il demande rien, il exige rien. Mais Emma, qui est désormais Emma Bovary, ça lui convient pas. Elle s'ennuie. Ça correspond pas à l'idéal qu'elle se faisait de l'amour, et ça correspond pas à ce qu'elle s'était imaginé dans sa jeunesse en lisant ses romans à la con. Donc qu'est-ce qu'elle fait, Emma? Elle fait ce que font la plupart des bonnes femmes aujourd'hui. Elle tire la gueule. Elle boude. Elle est pas contente. La vie suit son cours, comme ça. Puis un jour, les Bovary sont invités au bal d'un noble du coin, qui est le marquis d'Andervilliers. Et là, Emma, elle va être confrontée, elle va voir de ses yeux, elle va découvrir un faste, une richesse, une élégance qui va la fasciner. En fait, c'est ça dont elle rêvait, Emma. Elle voit que c'est trop beau, quoi. Pour elle, c'est trop beau. Et c'est la vie qu'elle voudrait. Parce qu'elle, elle rêve de bal, elle rêve de beaux habits, elle rêve de raffinement. Et donc, ce bal, ça va bouleverser sa vie. Après avoir vu ça, elle va bouder encore plus. Elle va bouder encore plus sa vie. Elle va tirer encore plus la gueule. Et elle va, petit à petit, sombrer dans ce qu'on appelle la dépression. Emma Bovary est dégoûtée de la vie. Sa vie la dégoûte. Elle a pourtant une vie très agréable. Je le rappelle, elle a un mari qui se plie en quatre pour elle. Elle peut se laisser aller à l'oisiveté. Donc en fait, Emma Bovary, elle pourrait profiter de ce temps pour s'élever spirituellement, pour s'élever intellectuellement, pour bien s'occuper de son foyer, pour que ce soit un bel endroit. Elle pourrait faire des tas de choses, mais que dalle! Elle branle rien pour devenir quelqu'un de meilleur, et elle ne fait strictement rien pour rendre son foyer plus harmonieux et pour rendre son mari plus heureux. Elle branle rien, c'est un ectoplasme. Alors le Charles, il est bien embêté, parce que ça lui fait pas plaisir de voir que sa bonne femme, elle tire la gueule. Lui, ce qu'il voudrait, Charles, c'est que sa femme, elle soit contente. Donc ce qu'il va faire, c'est que, contre ses propres intérêts, parce que sa vie professionnelle commençait à décoller, contre ses propres intérêts, il va déménager dans un endroit un peu plus urbain, plus chic, plus en adéquation avec les aspirations d'Emma, afin que cette dernière arrête de tirer la gueule, quoi. Donc le Charles, il est bien gentil. Et effectivement, dans cette nouvelle vie, Emma, elle va se mettre à rencontrer des gens, des hommes surtout, qui la font davantage vibrer que son propre mari. Pourquoi ces hommes la font davantage vibrer que son propre mari? Parce qu'ils présentent mieux, parce qu'ils sont plus glamour, que Charles. Charles, il est pas glamour. Charles, il bosse, quoi. Charles, il a les mains dans la merde tous les jours. Il n'a pas le temps de jouer le beau gosse dans les soirées mondaines, quoi. Alors elle va rencontrer des libertins, des progressistes, des notables. Et puis elle se dit qu'en fait, c'est ça qu'elle mérite. C'est ça qu'elle veut. Pourquoi elle le mériterait? On sait pas, mais elle le mérite. Voilà. La réalité, c'est que déjà, son Charles, c'est inespéré. Elle mérite pas mieux, parce que c'est une cruche qui fait aucun effort, mais elle croit qu'elle mérite mieux quand même. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, et c'est là où Flaubert est très intelligent, c'est que les gens qu'elle rencontre, les gens qu'elle fréquente, c'est seulement dans ses fantasmes à elle qui sont mieux que son mari. Et ces gens-là, elle ne les fréquente que parce qu'elle a la chance d'être née avec un vagin
et qu'elle n'est pas trop dégueulasse, mais elle a rien à leur dire, elle a rien à leur apporter. Ces gens valent pas mieux que son mari, et ces gens, ils en ont grosso modo rien à foutre d'elle. Je tiens à le préciser. Charles est infiniment supérieur à tous ces gens-là. Ce que décrit Flaubert, cette société qui fait rêver Emma Bovary, en réalité, ce sont d'insupportables petits bourgeois mondains. C'est que de la gueule, c'est que de l'esbrouf. Et le Charles, lui, il a pas que de la gueule. Le Charles, il bosse, le Charles, il fait le boulot. Donc voilà, la vie suit son cours. Elle finit par avoir un gamin avec Charles. Une petite fille qui s'appelle Berthe. Normalement, Emma Bovary, elle devrait être transportée de bonheur d'avoir cette petite fille. Mais non, en fait, elle n'arrive pas à aimer cette petite fille parce que c'est la fille de Charles, et que Charles, elle ne l'aime pas. Peut-être que sa fille fait trop penser à son mari, elle la trouve moche. Et puis elle, ce qu'elle voulait, c'était un garçon qui devienne un grand homme, un grand conquérant, Alexandre ou je sais pas quoi. Donc elle tire la gueule. Son gosse, ça lui convient pas, elle l'aime pas. Elle va faire son possible, elle va essayer, mais elle va pas réussir à l'aimer. Et pour elle, son gosse, c'est de la merde, quoi. Et elle va l'abandonner à une nourrice infecte. Elle va préférer laisser sa fille chez une nourrice, elle va la laisser mourir chez une nourrice pendant qu'elle va continuer sa vie mondaine. Alors la Bovary, elle est toujours déprimée, elle tire toujours la gueule, elle s'occupe pas de sa maison, elle s'occupe pas de sa fille, et pour combler son vide existentiel, mais en réalité, elle n'a pas de vide existentiel. Elle a une existence bien remplie, et elle devrait être très contente. Mais elle a un vide existentiel. Pourquoi elle a un vide existentiel? Parce qu'elle est vide elle-même. Elle est complètement vide, cette fille, elle est morte à l'intérieur. Donc pour combler ce vide, elle va faire des dépenses somptuaires. Elle va consommer. Elle va acheter des objets transitionnels, c'est-à-dire qu'elle va acheter des trucs de merde et qu'elle va dilapider l'argent du couple et contracter des dettes. Et puis elle va pas se contenter de dépenser plein de pognon, elle va aussi se faire baiser. Elle va se faire baiser par des mecs. Le premier type par qui elle se fait baiser, c'est un libertin qui s'appelle Obro, une espèce de châtelain, un gentilhomme, un dragueur professionnel, quoi, un branleur, quoi. Voilà, c'est de la merde, donc ça c'est le premier qui la baise. Et puis elle va se faire baiser par un autre gars qui s'appelle Léon Dupuis. Et Léon Dupuis, il présente bien, il est beau, il est glamour, mais quand on gratte un peu, c'est un abominable lèche-cul, quoi. C'est un petit lécheur de fion, c'est une petite merde, et lui il va sauter l'occasion pour la piner, la Bovary, pas de problème. C'est-à-dire qu'en fait ses amants ne correspondent même pas à l'idée qu'elle s'en fait. Parce qu'Emma, elle vit dans un monde fantasmagorique. Elle va projeter sur ces hommes des choses qui n'existent que dans ses romans à l'eau de rose, qui n'existent que dans sa tête. Mais la réalité, c'est que les hommes avec qui elle va tromper Charles, un homme de valeur, ces hommes-là, c'est des pauvres types, c'est des bouffons, c'est des trous du cul, alors qu'à la maison, elle a un mec bien qui est prêt à se casser le cul pour elle, quoi. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Ces deux amants n'en ont rien à foutre d'elle. Il la baise, mais il la trouve con comme une bite, à raison, et à aucun moment, que ce soit le Léon ou le Obro, à aucun moment ils vont envisager de se mettre en couple avec Emma Bovary, ils en ont rien à foutre. Parce que ils la voient telle qu'elle est. C'est-à-dire une fille inintéressante, mièvre, avec des fantasmes puérils, et une fille qui sert à rien, ils vont rien pouvoir en faire de cette bonne femme. Ils ne sont pas comme Charles. Ils ne sont pas aveuglés par l'amour. Mais c'est encore pire que ça va plus loin que ça. C'est que ses amants ne lui sont d'aucun secours. Le jour où Emma se retrouve dans la merde et qu'elle a besoin d'aide, en l'occurrence le jour où elle a besoin d'argent pour rembourser ses dettes, ses amants ne vont pas lever le petit doigt pour elle, alors que ça leur coûterait rien de le faire. C'est rien par rapport à leur fortune, les micro-dettes qu'a pu contracter Emma. Mais ils ne vont pas l'aider, ils vont la laisser dans la merde. Parce qu'ils n'ont aucune bienveillance à son endroit. Contrairement à Charles, qui lui, comme je dis, est prêt à se tailler les veines pour lui décrocher un sourire. Donc on se retrouve avec une Emma Bovary acculée, terrassée par la désillusion, qui décide de mettre fin à ses jours en ingurgitant du cyanure. Et ce qui va se passer, c'est que la mort d'Emma Bovary va faire que son mari lui-même va mourir de chagrin, parce que lui, il l'aimait vraiment. Et puis sa fille... elle va se retrouver à droite, à gauche, à devoir... Enfin, en fait, sa fille, elle a abandonné sa fille. Sa fille, elle est condamnée à la misère. Voilà les conséquences du bovarisme. Un homme parfaitement valable, mort, et un enfant délicieux qui a rien demandé à personne, dont on va foudroyer le destin. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les femmes, quasiment toutes les femmes, sont des Emma Bovary. Toutes les femmes sont gavées depuis la plus tendre enfance de fictions mièvres qui vont leur inculquer
une vision tronquée de l'existence. Toutes les femmes pensent mériter le meilleur sans faire d'efforts pour l'obtenir. Et une Madame Bovary, bah ça vaut que dalle. C'est pourri, c'est un bâton merdeux et vous en ferez jamais rien d'utile et de fonctionnel. Alors c'est quoi la vie d'une Madame Bovary du 21e siècle? Bah, d'abord c'est une inculte qui comprend rien à la vie, qui est gavée de conneries, de TikTok, de Netflix, de merde. Entre parenthèses, les Emma Bovary d'aujourd'hui, les mièvreries qu'elles ont dans la tête, c'est infiniment inférieur au roman à l'eau de rose que pouvait lire Emma Bovary. C'est-à-dire que c'est encore pire aujourd'hui, quoi. C'est une femme qui n'envisagera jamais de se mettre en couple avec le Charles Bovary qui va graviter autour d'elle, parce qu'elle s'en fout de ce mec. Il est trop gentil, il est pas à son goût. Il est trop bienveillant, il a trop de bonnes intentions à son endroit, quoi. Mais ça la fait pas rêver. Donc le Charles Bovary, il est complètement évacué de l'équation. Charles Bovary, il n'existe plus aujourd'hui. Charles Bovary, c'est un type qui est condamné à la misère sexuelle et affective, et soit il se marie avec une grosse dégueulasse, une 1 sur 10, soit il devient un incel. Évidemment, s'il n'y a pas de Charles Bovary, il n'y a pas de Berthe. Il n'y a pas d'enfant qui va être aimé par ses deux parents. Donc Berthe, elle meurt également. Hein, elle est morte dans l'équation de la Madame Bovary moderne. Berthe n'existe jamais, elle est avortée. La Emma Bovary moderne, bah, pendant sa jeunesse, elle va faire de la dinette, c'est-à-dire qu'elle va avoir quelques relations passionnelles qui peuvent durer quelques années d'ailleurs, qui peuvent durer longtemps, avec des mecs à la mort moelleux, des mecs avec qui elle devrait jamais être, mais ces relations, bah, bien évidemment, ne vont aboutir à rien. Parce qu'à un moment, la passion va s'essouffler, et la routine va s'installer. Et la routine, bah, Emma Bovary, elle aime pas ça, c'est nul la routine. Donc après 3, 4, 5 ans de relations qui vont épuiser physiquement et émotionnellement ses protagonistes, eh ben, ils vont décider de se quitter d'un commun accord, et puis de cette relation, bah, il n'en ressortira rien. Voilà, pas d'enfant, rien. Voilà, de la merde. Ensuite, la Emma Bovary, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle se fait tringler à droite à gauche par des mecs à la con, qu'elle estime supérieurs, les mecs qui l'excitent, les fameux 5% dont parle Thaïs Descuffon. Donc elle va faire exploser son body count avec des mecs qui vont jamais la rappeler, qui se poseront jamais avec, et puis qu'on n'aura rien à foutre de sa gueule. Mais bon, vous savez, les mecs, ils sont toujours, quand un cul passe à leur portée, ils y vont. Mais bon, voilà. Donc c'est explosion du body count. Et puis, comment elle va faire pour faire des enfants, cette gonzesse? Elle va faire des enfants avec un type avec qui elle aurait pas dû faire d'enfants. Donc ce sera un enfant qui va grandir sans père ou dans des conditions familiales chaotiques. Voilà. Donc ça va aussi devenir plus tard un être humain dysfonctionnel qui aura pas eu une vie de famille qualitative, quoi. Comprenez bien que la Madame Bovary, c'est pourri. Il y a rien à en tirer. Tout ça, c'est le bovarisme. Tout ce que j'explique, c'est la massification du bovarisme. Aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, en 2024, il n'y a plus que des sous-Emma Bovary partout, des gonzesses dont il n'y a rien à tirer, des gonzesses qui veulent pas faire le boulot, que la vraie vie n'intéresse pas. La vraie vie, ça les intéresse pas, alors que des Charles Bovary, prêts à se saigner aux 4 veines, prêts à s'ouvrir les entrailles et à les offrir aux oiseaux de proie pour s'occuper d'une famille, je suis désolé, mais il y en a partout. Il y en a partout. Moi, quand je croise aujourd'hui une Emma Bovary qui m'explique qu'elle a pas de mec, je suis obligé de rigoler, quoi. C'est comme si je voyais un enfant pleurer au milieu d'un buffet à volonté parce qu'il trouve rien à manger, quoi. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous croisez une Emma Bovary, partez du principe qu'il y a rien à en tirer et puis vous la dégagez à coups de pompe dans le cul. Après, avec qui vous allez vous mettre, etc., etc. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas de solution, mais en tout cas, les Emma Bovary, c'est pot de zob, ça vaut rien, faut les dégager directement, quoi. Thaïs Descuffon, elle met le doigt là où il faut. La seule chose que je lui reproche, c'est que dans ses vidéos, j'ai l'impression qu'elle voudrait sauver la Emma Bovary moderne. Elle voudrait lui dire, mais arrête avec tes rêves puérils, regarde autour de toi, il y a un Charles Bovary prêt à faire ton bonheur, mais elle s'en fout, Emma Bovary. Rien ne peut la raisonner. Elle se bute elle-même, et elle bute sa gosse. On peut pas faire quelque chose avec du Emma Bovary, c'est du matériel humain dégueulasse. Donc en fait, Thaïs Descuffon, elle perd son temps à essayer de raisonner les millions d'Emma Bovary modernes. C'est poubelle. C'est poubelle.
belle. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Très rapidement, le food truck, j'ai pas donné de nouvelles depuis un moment. La cagnotte est fermée sur Litchi, mais j'attends encore des réponses de la banque. Donc, quand j'aurai une réponse de la banque et quand on commencera vraiment à acheter les camtars, à acheter le matos, etc., bah je vous donnerai plus de nouvelles. Mais pour l'instant, ça stagne, donc je peux pas vous donner de nouvelles. Si vous aimez mes contenus les plus subversifs, les plus intéressants, que ce soit des nouvelles, des audios, des lives, et ben ça se trouve sur Patreon, et donc pour 3 € par mois, vous avez accès à tous les lives, et pour 7 € par mois, vous avez accès à l'intégralité des contenus privés que j'ai pu faire. Et puis je vous rappelle que Pensée et aphorisme, écrit à 4 mains avec Pierre-Yves Lenoble, de la nitroglycérine, est toujours disponible aux éditions Pangolin, vous pouvez l'acheter sur Amazon, et que j'ai écrit la préface de L'Art d'aimer d'Ovide, qui est sorti également aux éditions Pangolin, et que vous pouvez aussi vous procurer sur Amazon. Tous les liens utiles sont disponibles en descriptif de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très bientôt.